Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce dimanche en politique un peu exceptionnel, puisque c'est le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle sur France 3 Alsace. En ce dimanche matin, vous allez entendre les arguments des représentants des deux finalistes. Et à commencer par vous, Nawel Rafik El-Rimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Strasbourg et vous soutenez Emmanuel Macron. En face de vous, Andrea Didlot, bonjour. Vous êtes conseiller régional Front National et vous soutenez Marine Le Pen. Et nous allons commencer par cette image qui va certainement marquer un tournant dans la campagne. C'est Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen côte à côte hier lors de leur conférence de presse commune. Du côté de Debout la France, le suspense a été maintenu pendant toute la semaine. Son leader a finalement choisi de faire connaître sa décision vendredi soir. Il serait ou il sera même Premier ministre en cas de victoire de la candidate FN. Alors, Andrea Didlot, d'abord un mot sur ce ralliement. C'est une victoire pour votre parti? Bien sûr, moi je remercie énormément Nicolas Dupont-Aignan et ses équipes qui travaillent déjà avec nous localement pour son geste courageux qui marque aussi la fin d'un temps politique. Une recomposition de la vie politique est en cours avec d'un côté les patriotes autour de Marine Le Pen pour un vrai projet de changement et puis d'autres, ceux d'en face qui sont là depuis 30 ans, qui ont tout échoué et qui essayent de se recycler aujourd'hui avec un prétendu nouveau candidat mais qui a déjà été ministre, qui a déjà été conseiller de François Hollande. Donc voilà, je vois ça d'un très bon œil. Est-ce que c'est pas un peu risqué pour votre parti d'annoncer d'ores et déjà que Nicolas Dupont-Aignan sera Premier ministre? Il représente quand même, que 5%. Marine Le Pen a fait beaucoup plus. Est-ce que ça vous semble judicieux de choisir un Premier ministre en dehors de votre parti qui est largement arrivé en tête dans la région, par exemple? Alors je pense que premièrement c'est un signe d'ouverture et puis ça a le mérite d'être clair. En fait, Nicolas Dupont-Aignan représente quand même presque 2 millions d'électeurs. C'est un élu local connu et reconnu. C'est aussi un bon député. Donc je crois que c'est un bon signe envoyé à notre électorat et notamment à l'électorat de droite qui est orphelin de François Fillon, qui voit en nous finalement le rassemblement des patriotes qu'il attendait depuis longtemps. Madame Rafik, un commentaire sur cette alliance. On a fait, je le disais, le suspense a duré toute la semaine. Finalement, de façon un peu théâtrale, vendredi soir sur France 2, hier cette conférence de presse. On a assisté à une comédie somme toute très pathétique, à des petits arrangements, à des combines d'appareils. Je note que Madame Le Pen, qui a souvent, permettez si vous voulez bien, Madame Le Pen, qui a souvent dénoncé les petits arrangements entre amis, nous montre aujourd'hui qu'elle fait bien partie du système qu'elle dénonce. Que dire sur M. Dupont-Aignan? Je suis stupéfaite qu'on puisse brader aussi facilement des convictions, brader la France, peut-être pour rembourser une campagne électorale, puisqu'il n'a pas fait 5% justement. Pour un poste ministériel, on met la charrue avant les bœufs. Je rappelle qu'il y a encore des campagnes législatives à faire. Donc c'est pour moi le signe effectivement que Madame Le Pen est dans un double discours et j'ai confiance dans les électeurs pour ne pas tomber dans ce piège-là. On va revenir dans un instant au ralliement Emmanuel Macron, mais là c'est une question qui vaut pour tous les deux. On a l'impression dans cette campagne que on redécouvre finalement le mode de scrutin, c'est-à-dire qu'à deux tours, il n'y a forcément que deux finalistes. On entend beaucoup de choses, à gauche comme à droite, beaucoup d'aigreur parce que tel ou tel candidat n'est pas au second tour et on oublie que finalement, c'est le mode de fonctionnement. Il y a toujours eu ce fonctionnement, il y a toujours eu des ralliements. Vous critiquez ceux autour d'Emmanuel Macron, je l'imagine. Madame critique celui de Dupont-Aignan à Marine Le Pen, mais finalement, ça a toujours existé et on a l'impression que cette aigreur est exacerbée dans cette campagne. Est-ce que c'est votre sentiment à l'un et à l'autre? Oui, tout à fait, mais alors je crois qu'elle est accentuée par le fait qu'en fait, il y a toute cette classe politique qui était aux manettes, qui était traditionnellement au second tour et qui est éliminée cette fois-ci. Alors que là, Madame disait qu'effectivement, il y a un accord qui est scellé entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, mais c'est un accord de personnes, et c'est un accord sur des convictions, et de personnes qui n'ont jamais été au pouvoir. Donc c'est en ça qu'on est finalement en dehors. Emmanuel Macron non plus, hein. Il a été ministre quand même pendant 2 ans, et puis conseiller de François Hollande pendant 3 ans, donc il fait partie intégrante de ce système. La position anti-système, c'est une position de ceux qui n'ont pas encore pu mettre en œuvre leur projet et qui souhaitent demain le faire pour la France pour marquer une vraie rupture avec ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Et cette aigreur, Madame Rafik, vous la sentez? On sent notamment, par exemple, à la fois chez les électeurs de François Fillon, chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il y a quelque part une difficulté à admettre que ce scrutin fonctionne de cette façon-là. Moi, j'aimerais rappeler tout de même que aujourd'hui, les Français ont mis dimanche dernier Emmanuel Macron et son projet progressiste et pro-européen en tête de ce deuxième tour parce que justement, il rejette toutes ces petites manœuvres, ces petits arrangements. C'est quelque chose dont les Français ne veulent plus. Emmanuel Macron est dans une ligne extrêmement cohérente depuis le début. Il est évidemment accueillant envers tous les soutiens et les soutiens républicains et démocrates autour de lui, mais pas de coalition. Pas de coalition, c'est une cohérence parce que nous portons un projet pour refondre la vie politique, écrire une nouvelle page de la vie politique française et européenne. Aujourd'hui, Madame Le Pen est embarrassée, elle essaye de faire des alliances parfois contre nature, de même que Monsieur Dupont-Aignan, puisqu'il a il y a quelque temps encore traité le parti de Madame Le Pen de xénophobe et du meilleur allié du système. Aujourd'hui, dans les soutiens, il n'y a pas que des socialistes, puisque hier soir, Alain Juppé a écrit un très long texte sur son blog. Le soutien de Borloo aujourd'hui dans le journal du dimanche. Et puis Madame Merkel vendredi soir. Absolument. Le soutien qui n'est pas du tout du bout des lèvres, qui est un vrai soutien de Madame Merkel, c'est quelque chose d'important. Mais évidemment, tous les soutiens nous viennent de pro-européens, convaincus que la solution est à l'échelle européenne. Et ne pas oublier, ne pas banaliser qu'aujourd'hui, au second tour, nous avons un Front National, un parti dont les racines sont xénophobes, antisémites, pétainistes et collaborationnistes. Je ne vous laisserai pas dire ça. Qui est confirmé aujourd'hui par une position de Madame Le Pen il n'y a pas longtemps sur le Veldiv. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Et quand on a tenté de donner la présidence par intérim à un négationniste, moi, ça me choque. Ça choque la France que j'aime. Alors, je crois que vous racontez, vous racontez n'importe quoi. Vous savez, l'accusation d'extrémisme, c'est l'accusation de ceux qui n'ont pas d'arguments. Moi, je vous laisserai pas. Moi, je reprends juste les déclarations de vos candidats pendant la départementale qui ont traité et qui ont dit que les Noirs avait un retard de 2000 ans, je crois, par rapport aux Blancs d'Occident et les Arabes pas loin. Je peux vous trouver les références. Vous racontez n'importe quoi. Un autre a assimilé. C'est la preuve que si vous pouvez pas ensemble qu'on vous entende. Alors, Ondra-Dilo, répondez et après on passe à la thématique. Vous savez, ce n'est pas moi, petit-fils de résistants et petit-fils de malgré nous, de recevoir des leçons de République de la part, surtout particulièrement de ceux qui ont mis la République à genoux depuis 10 ans, qui ont enterré la France. Donc voilà, nous on souhaite la faire renaître l'Alsace aussi au passage. Donc vos accusations, je crois que tout le monde a compris que c'était n'importe quoi, que c'était du vent. Nouveau et non pas un parti. C'est l'héritier politique de François Hollande, Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas nouveau du tout. Monsieur Le Pen, père de Madame Le Pen, et qui tente depuis 40 ans d'être président de la République. Dieu merci, les Français sont suffisamment intelligents pour pas tomber dans ce piège-là. On va avancer, s'il vous plaît. On a parlé d'Alsace. Hier à Strasbourg a eu lieu un autre événement attendu depuis longtemps. Il s'agit évidemment de l'extension du tram vers Kehl. Une extension qui a fait le plein dès les premières heures du jour hier. Regardez ce reportage, Grégory Fraise, Guillaume Bertrand. La première station, la Rotonde, même à 7 heures, n'est pas déserte. Le tram est attendu. Au milieu des passionnés, les futurs usagers habituels. J'habite à Cronenbourg, depuis l'Alsace, et je travaille à Kehl. Et comme ça, je prends 4 fois par semaine le tram. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus changer pour le 21, pour le bus. Alors ça, il faut fêter, non ? Il semble bien que cela se fête, en effet. Après quelques minutes, la rame est bondée. Une chorale allemande, des coupes de crémant, des personnalités politiques, des membres d'associations, des anonymes, célèbrent ensemble l'événement. C'est pour faire le premier trajet, le premier tram. Et puis je pense qu'avec l'entre-deux tours, c'est vraiment un moment très très important d'affirmer qu'on est pro-européen. C'est un vrai bonheur ce matin, je suis excité vraiment pour tous les seniors et pour les jeunes aussi de montrer que la France et l'Allemagne ils font des projets en commun. Des jeunes fêtards se joignent à la joyeuse troupe. Merci Roland. Visiblement ravis de pouvoir rentrer en transport en commun. Je sors des Ososphères et puis ils nous ramènent directement à Strasbourg et c'est un vrai bonheur, quoi. C'est gratuit ce week-end, on en profite, c'est du bonheur. Les passagers entonnent l'hymne à la joie. Nous sommes au-dessus du Rhin, la frontière est franchie.
La première arrivée à Kehl, il est 4h50, au petit matin, et il règne pourtant ici une atmosphère toute particulière. Alors, Andrea Didlot, on vient de le voir, les gens, les Strasbourgeois, en tout cas, les usagers étaient hier ravis. Dans la suite de la journée, il y a eu des files d'attente folles le long du tram pour prendre cette fameuse ligne D qui passe au-dessus du Rhin. Vous avez dit il y a un instant, il faut penser à l'Alsace. Ça, c'est une image qui vous gêne finalement? Qu'est-ce que vous pensez de ce tram? Pas du tout. Je crois que c'était un beau projet. Bon, il était coûteux. Il a été réalisé d'ailleurs avec très très peu de soutien de l'Union européenne, et c'est la preuve que les États peuvent coopérer, faire de beaux projets entre eux. Donc voilà, moi je regrette simplement que ce projet ait été réalisé avant d'avoir fait le tramway vers l'est de Strasbourg et vers Königshofen, et avant d'avoir proposé un tracé décent aux Strasbourgeois de l'Est. Maintenant, non, c'est un beau projet, et en aucun cas, nous reviendrons dessus. Vous savez, les frontières sont amenées à redevenir des filtres. Aujourd'hui, ce sont des passoires. Alors justement, dites-moi très concrètement comment vous faites. J'ai entendu cette semaine, je crois, Florian Philippot annoncer l'embauche de 6000 douaniers. Est-ce que ça veut dire des douaniers sur le pont de Kehl? Si oui, comment on fait avec le tram? On arrête le tram, on passe dedans, comment on fait? Il est tout à fait possible de contrôler la sortie du tramway, il est tout à fait possible de mettre des caméras de vidéosurveillance dans le tramway. Je crois qu'il est important simplement pour la sécurité des Français, on l'a vu avec les attentats qu'il y a eu à de nombreuses reprises, de savoir qui rentre et qui sort de notre sol. Voilà, c'est tout simple, vous voyez, ça se passe en Suisse, juste à côté de chez nous, il n'y a pas de problème, on contrôle simplement, comme ça on est beaucoup plus sûr, et je crois que tout le monde attend ça. La Suisse fait partie de l'espace Schengen depuis 2008. Oui, d'accord, mais il y a quand même des contrôles aux frontières. Oui, non, mais donc je croyais que le Front National voulait sortir de l'espace Schengen. Ouais, donc vous prenez un exemple d'un pays qui fait partie de l'espace Schengen. Donc qu'est-ce que vous prenez? On sort pas, on fait comment? Non, mais on sort, non seulement on sort, mais en plus on rétablit des contrôles aux frontières sur le modèle suisse, tout simplement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des contrôles au sortir du tram ou au sortir de l'automobile, ce qui ne sera pas un problème pour les travailleurs frontaliers. Encore une fois, la Suisse faisant partie de l'espace Schengen, on fait quoi? Alors, vous voyez, on peut avoir des contrôles aux frontières tout en faisant partie de l'espace Schengen. En revanche, l'espace Schengen a été le symbole d'un laxisme à ce niveau-là énorme, et je pense qu'il faut tout simplement revenir dessus. Je précise que ce ne sera pas un problème pour les travailleurs frontaliers, parce qu'il sera tout à fait possible de mettre un pass en place pour ces travailleurs et contrôler simplement qui rentre et qui sort. C'est une question de sécurité très importante. Il n'y a pas, vous le savez bien si vous êtes strasbourgeois, et je crois que vous l'êtes, il n'y a pas que les travailleurs frontaliers qui passent à Kehl, il y a énormément d'Alsaciens, de strasbourgeois qui vont faire leurs courses à Kehl. Est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'ils vont aller dans une enseigne que tout le monde connaît bien le samedi, ils vont être contrôlés? Ils seront susceptibles de se faire contrôler, et je crois que ça ne posera pas un problème s'ils comprennent bien que c'est dans leur intérêt et pour leur sécurité qu'on le fait. Vous savez, le gouvernement socialiste auquel appartenait Emmanuel Macron affirmait qu'en état d'urgence, ils avaient rétabli des postes frontières. Et bon, ça leur posait pas de problème. En revanche, bon, ils n'étaient pas là. Effectivement, on traverse toujours la frontière sans problème, mais ils reconnaissaient que c'était un argument, un sujet important pour la sécurité des Strasbourgeois et des Français. Donc nous le considérons aussi et nous l'appliquerons, nous, réellement. Nawel Rafik, pour vous, c'est un moment, ça a été un moment important ce week-end, cette extension du tram? Absolument, et les images font chaud au cœur parce que là, c'est vraiment l'Europe qui est plébiscitée, c'est la liberté de circulation qui est plébiscitée, cette Europe qu'on aime, une Europe proche des citoyens, une Europe concrète qui propose des outils qui facilitent la vie des citoyens transfrontaliers, strasbourgeois, allemands, européens dans leur quotidien. Et comme vous venez de le mentionner, le tramway vers Kehl va faciliter la vie des Strasbourgeois qui iront faire leurs courses de l'autre côté du Rhin, qui vont aller travailler, et à nos amis allemands de venir à Strasbourg consommer notamment notre offre culturelle qui les attire énormément. C'est au fond le projet européen qui est porté par Emmanuel Macron, un projet de l'Europe des citoyens, une Europe qui protège, une Europe. Monsieur Didlot, le minimum dans la démocratie, c'est d'écouter la personne qui s'adresse à vous et de ne pas l'interrompre. Donc c'est un projet d'une Europe qui protège. Et faire de l'amalgame entre l'Europe, les frontières, la sécurité, le terrorisme, c'est un raccourci intellectuel indigne. D'ailleurs, la proposition de Madame Le Pen que vous avez mentionnée de 6000 douaniers pour renforcer le contrôle des frontières, vous savez, même s'ils ne dormaient pas, ces douaniers, même s'ils restaient réveillés 24 heures sur 24, ça ferait un douanier par kilomètre. Donc c'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. On sait très bien que la lutte contre le terrorisme et la sécurité des Français et des Européens passe par le renseignement. Un policier bien informé est un officier de police actif. Donc aujourd'hui, nous avons entendu on a entendu un projet anti-européen, clairement anti-européen, si vous le permettez, le respect de l'autre. Oui, vous allez avoir la parole juste après.
un projet anti-européen qui nous est proposé, anti-européen qui propose des propositions complètement irresponsables, alors et en même temps assez floues, puisque la pierre angulaire du programme de Madame Le Pen a été la sortie de l'euro, le rétablissement des frontières. Il y a eu un rétropédalage assez grossier ces derniers temps, mais absolument pas convaincant. Je pense que personne n'est convaincu, ou alors c'est un programme qui a été écrit sans aucune réflexion économique, avec des conséquences assez graves sur le pouvoir d'achat des citoyens, les prix qui gonflent, le taux d'inflation qui gonfle, la dette qui gonfle, l'épargne est dévaluée, les entreprises qui ne pourront plus exporter 60% du marché. C'est vous qui jouez sur les peurs, pas nous. L'instrumentalisation de la peur, de l'angoisse et du désarroi des gens, c'est Madame Le Pen. On va juste laisser Monsieur Didlot répondre. Alors, sur la sécurité, je crois que vous avez globalement répondu. Sur l'euro et sur l'Union. Sur l'Union d'abord. Précisément, c'est pas parce qu'on veut une autre Europe qu'on est anti-européen. C'est l'Union européenne telle qu'elle est maintenant qui nous pose problème, parce qu'elle nous paraît tout à fait antidémocratique et tout à fait déconnectée des citoyens. Qu'est-ce qui vous paraît antidémocratique dans l'Europe actuelle ? Parce que c'est la Commission européenne qui est constituée de gens non élus qui décident de tout, et ça tout le monde le sait très bien. Donc vous suggérez... Permettez juste sur les frontières. J'aimerais juste répondre à Madame sur les frontières. Je vous recommande la lecture. Permettez. Alors c'est à mon tour de m'exprimer maintenant. C'est pas la Commission qui décide, c'est le Conseil. S'il vous plaît, Madame Rafik, laissez-le parler. Allez-y. Voilà. Alors, donc je vous recommande vivement, puisque vous êtes dans la caricature permanente, la lecture d'un petit ouvrage de Régis Debray qui s'appelle L'éloge des frontières. Régis Debray qu'on ne peut pas vraiment taxer d'extrémiste de droite, et qui vous expliquera à quel point les frontières sont indispensables même à la préservation des différences et de la diversité. Donc voilà, ça vous changera de Bernard-Henri Lévy, qui est un soutien d'Emmanuel Macron. C'est d'une autre qualité, à mon avis. Alors, sur l'Union, Monsieur Didlot, donc vous dites, OK, on comprend, la Commission européenne vous paraît antidémocratique. Que faut-il faire ? C'est-à-dire, est-ce que, parce que c'est ce qu'on entend, elle est antidémocratique, la question suivante est, vous en sortez ou non ? Et si vous en sortez, comment ? Ou si vous y restez, qu'est-ce que vous faites ? Alors, l'Union européenne, c'est un sujet important qui préoccupe nos concitoyens. Particulièrement ici en Alsace. Mais bien sûr. Et donc, il faut ouvrir un grand débat sur ce sujet. Vous voyez, on ne peut pas discuter avec les représentants d'Emmanuel Macron, parce que soit on est anti-européen et on est complètement europhobe et on est caricaturé, soit on est eurolâtre comme eux. Donc, moi, je souhaite qu'on puisse avoir un grand débat qui s'étalera sur plusieurs mois et au bout duquel les Français pourront trancher par référendum. Le référendum, c'est ce qui permet aux gens de décider. Alors, je ne vois pas en quoi ça vous fait peur, le référendum. De Madame Le Pen. Mais pas du tout. Les gens vont s'exprimer par référendum. Il y a une chose, c'est-à-dire, est-ce que le référendum, c'est de demander aux gens, oui ou non, on sort de l'Union ? Mais c'est autre chose que de dire on renégocie ou on repart sur des nouvelles bases au sein de l'Union. Alors je vous explique. Le principe, c'est de profiter de ces mois-là pour avoir un débat et pour négocier avec nos partenaires européens qui prennent tous l'orientation patriotique de Marine Le Pen actuellement. On a bien vu la Grande-Bretagne et en Europe de l'Est, en Autriche, etc. Tout le monde se réveille avec la gueule de bois parce que l'Europe tue les peuples. Donc nous aurons ce débat, nous aurons des échanges avec nos partenaires. Si nos partenaires sont d'accord pour réformer l'Europe, réintroduire la souveraineté, réintroduire la démocratie, réintroduire la sécurité, alors à ce moment-là, nous dirons aux Français, nous vous proposons quand même par référendum, parce que c'est vous qui choisissez la sortie ou non de l'Union européenne, mais en fonction du résultat de ces négociations, nous porterons plutôt lui ou plutôt le non. Mais les Français doivent pouvoir décider, c'est un sujet très important. Permettez, Madame Kellner, j'aimerais juste bien acter du fait que Monsieur Didlot revient sur le rétropédalage de Madame Le Pen hier, qui disait donc que la sortie de l'euro n'était plus un préalable. Donc vous revenez sur le fait que vous allez proposer un référendum en vue de sortir de l'euro et de l'Union européenne. Voilà. Oh, mais l'un va avec l'autre. Je vous apprends rien, je l'espère. Hein. L'Union européenne et l'euro, ça va ensemble. Donc, on va juste avancer, si vous le voulez bien. Et qui n'ont pas l'euro. Hein, mais on ne sort pas de l'euro sans sortir de l'Union. On va écouter vos deux candidats. On va commencer, puisqu'on est sur l'Europe, avec Emmanuel Macron. Vous savez que vos deux candidats ont répondu à des interviews de France 3, de France Bleu, vendredi matin et samedi matin. Je vous propose d'écouter d'abord Emmanuel Macron. Il parle de l'Europe, mais sous l'angle de l'agriculture. On l'écoute. Notre agriculture, elle a besoin de l'Europe et de l'ouverture. Dans toutes nos régions, les exploitants agricoles, ils produisent
pour exporter. Quand vous êtes dans l'ouest de la France, que vous êtes producteur de lait, 40% de ce que vous produisez va à l'export de manière directe ou en étant transformé. Si vous fermez la France, vous perdez ces marchés-là. L'Europe, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui permet à travers la politique agricole commune de répondre justement à des déséquilibres. Le problème a été la réforme de 2008 qui a enlevé des protections. Je veux les remettre. Donc je veux que tout le monde prenne conscience du fait que le projet de Madame Le Pen n'est pas un projet pour la ruralité. Il peut répondre à une colère, mais il n'y apporte pas de solution. Nawel Rafik, on l'entend là. Je tiens à préciser que la FNSEA, donc le principal syndicat agricole, appelle à voter pour Emmanuel Macron. Il l'a fait cette semaine. Malgré tout, c'est vrai, Emmanuel Macron le reconnaît lui-même, il y a une colère des agriculteurs. Comment, aujourd'hui, on peut leur faire comprendre, vous pouvez leur faire comprendre que leur avenir en dehors de l'Europe pourrait être finalement très compliqué? Ce qui est clair et certain, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs comme les viticulteurs doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Mais en sortant de l'Union européenne ou en fermant les frontières, ce n'est pas les aider. Parce que je rappelle que la France aujourd'hui est le pays, l'État membre qui a le plus d'aide de l'Union européenne pour ses agriculteurs. Près de 9 milliards d'euros, là où l'effort national est d'1 milliard d'euros. Donc, ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, nous devons renégocier des marges de manœuvre sur la politique agricole commune. Donc vous aussi, vous dites qu'il faut renégocier certains points. Certains points, évidemment. Il faut revoir ces discussions au niveau de l'Union européenne. Mais il y a aussi un effort national à faire, et c'est exactement ce que propose Emmanuel Macron dans son projet, c'est de venir en aide aux agriculteurs avec un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour moderniser les exploitations, c'est important. Faire en sorte de les aider pour qu'ils aient toujours le prix juste, c'est fondamental, en les accompagnant dans les discussions avec les industriels, et aussi jouer sur d'autres terrains, inciter les consommateurs à consommer local. La question environnementale entre parfaitement en ligne de compte, et promouvoir les circuits courts qui sont effectivement un vrai enjeu actuellement. André Didlot, justement, dans le cadre possible d'une sortie de l'Union, est-ce que vous ne pensez pas que ça risquerait de compliquer la tâche encore des agriculteurs? Non, alors je crois que l'agriculture, c'est un sujet aussi très important, un sujet grave, parce qu'il y a quand même environ un agriculteur par jour qui se suicide. Tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 jours. C'est déjà bien assez, mais ça a beaucoup augmenté quand même ces derniers mois. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas revenir avec les mêmes promesses, toujours les mêmes, celles que François Hollande formulait déjà. C'est pas étonnant de les retrouver chez Emmanuel Macron, puisque c'est son héritier politique. Comment on fait? Je vous explique. Alors justement, sur l'Union européenne, on voit qu'elle a failli énormément sur ce sujet-là. Et alors effectivement, on donne déjà beaucoup. Les aides de l'Union européenne sont importantes, mais nous souhaitons pouvoir donner ces aides directement. Entre ce qu'on donne à l'Union européenne et ce qu'on reçoit chaque année, il y a un différentiel de 9 milliards. Et donc ces 9 milliards, on pourrait les utiliser. Ces chiffres sont totalement publics. Et donc ces 9 milliards, on pourrait les utiliser pour les agriculteurs, justement pour les aider. Pour les aider, mais précisément en fonction de leurs besoins. Là, je suis obligée de... Le delta n'est pas sur l'agriculture. On reçoit total, beaucoup plus. C'est en total. Voilà, je on reçoit en beaucoup total, plus c'est en 9 termes d'agriculture qu'on le donne. Donc ça veut dire que si vous les prenez d'ailleurs, vous les enlevez dans d'autres domaines. Est-ce que ça veut dire que l'agriculture devient le... Alors je réaffirme, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit de l'Union européenne, il y a tout compris. Oui, il y a un différentiel de 9 milliards. Donc ces 9 milliards, on peut les utiliser pour les agriculteurs et pour l'agriculture qui ne demandent que ça. L'Union européenne nous a interdit, vous parliez de circuit court tout à l'heure, mais ça veut dire que vous continuez malgré tout le système d'aide. Et autre question, on l'a vu récemment avec les viticulteurs. Les viticulteurs, notamment en Alsace, exportent beaucoup. Est-ce que si on sort de l'Union, si on sort de l'euro, on ne leur met pas un handicap supplémentaire? Alors il y a énormément de pays qui ne sont pas dans l'Europe, qui sont pas dans l'Union européenne, qui n'ont pas l'euro et qui continuent à commercer avec l'extérieur. Il faut arrêter de croire qu'on va s'isoler. L'isolement, c'est justement de ne pas vouloir discuter avec les pays alentours. Je pense à la Grande-Bretagne, voilà. L'isolement, c'est de ne pas discuter avec tous les pays qui prennent ce virage patriote qu'on souhaite également. Donc sur l'agriculture précisément, j'y reviens. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité, avec l'Union européenne telle qu'elle est actuellement, de pouvoir favoriser nos entreprises nationales, et notamment dans les cantines scolaires. C'est pas le cas dans nos régions. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est que nos petits agriculteurs locaux puissent directement fournir nos cantines, nos administrations publiques, et qu'on puisse favoriser nos produits locaux. C'est aussi un sujet écologique, évidemment, parce que produire et consommer local, c'est l'impératif qui nous permettra de préserver notre agriculture locale. On va écouter tout de suite Marine Le Pen, puisque nous sommes avec vous, et puisqu'on parle de local, elle revient sur les régions qu'elle souhaite supprimer. On l'écoute.
On s'est aperçu que toutes ces strates supplémentaires qui ont été créées au fur et à mesure des années ont été vendues aux Français au motif qu'il y aurait des économies grâce à elles, que les choses seraient plus simples et plus efficaces. On s'aperçoit à l'usage que c'est l'opacité qui règne, que c'est les concours de compétences qui se croisent, s'entrecroisent au point que plus personne n'a de responsabilité. Surtout, ça a coûté une fortune. Commune, département, nation, c'est notre organisation territoriale. Nous soumettrons d'ailleurs cette organisation par référendum dès le mois de septembre dans le cadre de la révision constitutionnelle. Alors, Monsieur Didlot, supprimer les régions, pourquoi ? Alors, les régions n'ont pas attendu les années 80 et François Mitterrand pour exister avec les conseils régionaux. Nos régions, et notamment l'Alsace, a une culture millénaire. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est la renforcer en faisant une véritable révolution de la proximité. Alors, il y a une multiplication des strates administratives qui fait que plus personne n'y comprend rien entre la commune, la communauté de communes, le département, la région, l'État, l'Union européenne. Tout ça s'entrecroise et favorise le déni de responsabilité de ces gens-là sur la situation actuelle. Donc, ce qu'on souhaite... Rapidement, parce que vous avez beaucoup d'avance. Voilà, c'est simplifier. La commune, le département, l'État, les élus seront élus à la proportionnelle et il y aura un référendum d'initiative populaire bien sûr là-dessus. Madame Rafik, quel est le point de vue d'Emmanuel Macron sur les régions ? Je crois qu'il ne veut pas y revenir. Mais déjà, j'aimerais dire quand même que la position du Front National, c'est vraiment une vision passéiste qui revient sur 40 ans de décentralisation. Et notre position, c'est que face à la mondialisation, il faut des régions forte. C'est à cette échelle-là que se fait l'enjeu du développement économique. C'est dans la coopération entre les régions et les intercommunalités. On le voit, ça a des conséquences sur l'emploi dans cette région plus qu'ailleurs. Nous en sommes conscients. Et aujourd'hui, lorsqu'on mélange région, identité pour faire un boulgui-boulga que personne n'arrive à reconnaître, pour moi, revenir sur ce qui a été fait, c'est effectivement ne pas être pragmatique. C'est perdre du temps et de l'argent. J'étais favorable à une région qui réunissait l'Alsace et la Lorraine parce qu'il y avait une pertinence économique, de bassin d'emploi, transfrontalière. C'est un autre choix qui a été fait. Il faut aller de l'avant. Et pour ceux qui dressent un tableau désastreux de la situation, je rappellerai, M. Didlot vient de dire que la culture alsacienne est millénaire. Elle est forte. Elle a confiance en elle, cette identité. Elle n'a pas peur du brassage. Elle n'a pas peur de ne pas exister. C'est ça la culture alsacienne, elle est ouverte et elle est positive. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus en ce dimanche matin. Tout de suite, c'est le Flash Info présenté par Alexandra Bucure. Très belle journée, bon 1er mai et à bientôt. Au revoir.